Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce débat. C'est un débat sur lequel on a longuement réfléchi parce qu'il y a eu beaucoup de débats ces derniers mois, en tout cas depuis le début de la préparation de ce festival. Mai 2014, je pense qu'il n'y a quasiment pas un festival dans le monde où il n'y a pas eu au moins un débat sur la place des femmes dans le cinéma. Alors on s'est dit, est-ce qu'on le fait aussi? Et oui, en fait, parce que la question à poser, c'est est-ce qu'il faut continuer d'en parler? Euh, une journaliste de la télévision suisse romande vient de me demander si il fallait continuer d'en parler. Et moi, je pense que oui. Alors, on verra si la réponse est la même de la part des femmes, puisqu'en fait, je me rends compte que je viens, je prends le micro, comme d'habitude, les machos. Et j'ai répondu que en fait, c'est pas parce que il y a quelques petites avancées, par exemple Justin Trudeau qui vient de décider que 50% du budget du National Board of Canada irait pour des productions féminines, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est pas parce que une Catherine Bigelow gagne un Oscar, qu'une Jane Campion gagne une Palme d'Or, que tout à coup s'est arrêté. Non, je pense que ce que j'ai répondu à cette journaliste, c'est que l'avancée, ça a été un peu comme ces colonisateurs qui partaient vers l'Amérique, qui ont cru qu'ils avaient posé le pied en Amérique alors qu'ils étaient encore aux Antilles, puis qu'il fallait encore faire un bon bout de chemin pour arriver jusqu'aux États-Unis, puis conquérir jusqu'à l'Ouest. Donc on en est encore loin. Et puis c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, parlons de cette question, est-ce qu'il faut encore la poser ou pas? Je vais simplement vous dire merci d'être là. C'est un mot de bienvenue et je vais passer la parole à Cécilia Beauvais qui, en plus de gérer toutes les scolaires avec le succès qu'on sait, puisque c'est 10 700 enfants inscrits cette année, enfants et élèves, et des enfants qui seront peut-être sensibilisés aussi à ces questions, à la place des femmes dans le monde, dans le cinéma, eh bien, elle gère aussi depuis cette année le FIF Forum Think Tank. Je te passe la parole, Cécilia. Et je m'éclipse. Plus d'hommes sur la scène. Merci. Avant de moi-même laisser la parole à nos invités, hein, eux, et à Marcy Goldberg, je vous tout d'abord souhaite la bienvenue. Et puis, je vous donne juste quelques indications. Tout d'abord, on souhaitait remercier la SSR-SRG, donc la Société suisse de radiodiffusion et télévision, qui soutient le think tank du FIF depuis de nombreuses années et grâce à qui vous serez tous et toutes conviés à un apéritif à l'issue du forum, donc juste après, à la sortie. Je voulais juste aussi vous rappeler que cette année, le think tank il se déroule en deux parties et donc je vous convie à venir également vendredi 18, ici même de 14h à 17h30 pour parler scénario, puisqu'on traitera, enfin plusieurs cinéastes invités traiteront de la construction d'un personnage féminin. Et dernière information concernant les traductions, vous avez, si quelqu'un n'a pas le casque, 3 canaux, le 1 pour le français, le 2 pour l'anglais et le 3 pour l'allemand. Vous pouvez demander aux personnes derrière. Toute la discussion se fera en anglais, bien sûr, précision importante. Avec certaines, oui, tout à fait. Et puis, encore une dernière information, donc l'entier de ce débat sera live streamé, donc vous pourrez le consulter en live sur notre site internet. Voilà. Merci Cecilia, merci Thierry. Hello everybody. My name is Marcy Goldberg. I have the honor and the pleasure of moderating the fifth forum. I've been doing it, this is the 7th year now that I'm here, and I'm really delighted to be covering this topic this year. Just pour préciser un peu ce que Cecilia vient de dire, on va faire cette discussion en anglais et en français également. Donc, si vous ne comprenez pas ces deux langues à un niveau idéal, c'est le moment d'aller chercher une casque. And I will say the same thing in English, logically. This discussion will be taking place in English and in French, and we have a simultaneous translation between those two languages. So if you need headphones for the translation and you haven't gotten them yet, now is the time. We're going to be taking the time until 6:30 to be discussing with our guests and with you, the audience. And at 6:30, at the end of this discussion, there's going to be a reception outside, so something to look forward to when it's over. Je ne sais pas si les gens qui sont tout en arrière de la salle auront envie peut-être de se rapprocher un petit peu pour qu'on puisse vraiment discuter, débattre entre nous à un certain moment.
si jamais. Okay. Before we go on to launch into the discussion with our international panel of guests, we'd like to jump into the subject by showing you a very short video clip. It's something that we discovered on the 8th of March, International Women's Day. It was going around the internet, and we felt that this would be a great introduction to what we're trying to do here today. Is it really 4%? It's appalling to be hearing that in 2015. This beautiful creative industry has almost the worst report card of all industries. It's just not right how few female directors we have. Out of the 60 or so films that I've made, I can count the women directors on one hand. What is going on behind the camera? Who's making these decisions? Stop saying that there's not enough qualified women. They're out there. Women are more than half of the world. We have a real way of seeing the world that is not necessarily separate from men, but we have a point of view. Isn't it going to be a richer, better experience in the movies if we get to hear from other people? Just for our culture's sake, not, let alone the individuals whose dreams I want to come true. The next Kubrick, in no one's mind, is a woman. No one. No one believes the next Scorsese is a woman. It's just like with black and white. We've been conditioned to believe it to be one way. You don't want to be too defined by the stereotypes of what a director is. You don't want to be considered a female filmmaker. You're just a filmmaker. They keep saying, woman, like, you're some sort of strange animal. Just give me the job. I am absolutely the only person that can. Why are you even questioning it? It shouldn't be seen as such a crazy thing if a woman, is nominated for an Academy Award for directing. This is structural. There's a bias here. It's sad. It's just ingrained in the system. I think it's just the moment has come when everyone's looking around in our community saying, we need to lead. It's not just about my career. It's about who is coming up next. Nobody wants to go into a field that feels incredibly unwelcoming. It's educating people about what the reality is rather than everyone just sweeping it under the carpet. The conversation is at a bit of a fever pitch, and there is a real chance of change. Instead of, having like a million panels about it, let's do something about it. So thank you for coming. Welcome. I'm going to introduce the guests in their language, or more or less their language. Je commence tout à l'autre bout de notre petite ronde ici avec Nadia El-Fani, réalisatrice franco-tunisienne qui vit et travaille surtout à Paris, mais aussi en Tunisie. Elle vient de montrer un de ses films tout à l'heure, Même pas mal. Ce film va être montré encore une fois au festival. Je vais donner les informations après. Elle est réalisatrice, productrice, activiste, entre autres, engagée. Merci beaucoup d'être venue ici. Bienvenue Nadia El-Fani. À côté d'elle, Elisa Gerber, productrice de la boîte de production Louise, juste au coin, pas tout au coin, mais pas tout à fait à côté d'ici, mais il faut m'aider à Vevey, à Lausanne. Elle a fait une formation à Paris. Elle était chef opératrice avant de devenir productrice. Et elle va nous parler après de son travail, surtout en tant que productrice, mais aussi dans les autres domaines qu'elle connaît. Bienvenue, merci d'être venue. Switching into English, although she also speaks French very well, Vivienne Norris, who has lived in many places, but is currently based in New Orleans, where she teaches at Tulane University. She wrote her PhD on globalization and media.
She was one of the co-founders of the Seattle Women's Film Festival, where she also worked as a programmer. And she's also the director and the producer of the film Obama Mama, which is also showing here in Fribourg. And again, I'll give the details later on about when you can catch the films by our guests. Welcome, Vivian. Thank you for being here with us. Vivian will also be our guest on Friday at the second part of the think tank, where she'll be giving a little keynote talk that we're looking forward to. Next to Vivian, Ursula Keller, who speaks English, French, and German. She is a gender expert at the Swiss Federal Development Agency, and she is our non-cinematic guest. We're very happy to have the occasion, because of Ursula's participation, to extend the discussion beyond the sometimes incestuous world of film, to talk about the question of gender in society, gender and development, and the institutional discourse. So thank you very much for being here with us. Ursula works in Bern, and she has a master's degree in sociology. Sitting next to me, last but definitely not least, a filmmaker from Vietnam who won a prize here. Oh, that totally distracted me. I'm going to start over. Diep Hoang Nguyen, filmmaker from Hanoi, where she also went to film school. She worked as a screenwriter and a producer and worked for television before making her first feature-length film, Flapping in the Middle of Nowhere, a film that some of you may have seen here in Fribourg. It won some prizes in 2015. Thank you for coming back this year to talk to us about this subject. Yes. So if you look up on the board here, the question, faut-il encore parler des femmes au cinéma? Do we still need to talk about women in the cinema? And now we could have a whole discussion about what does it mean, women in the cinema? Are we talking about the representation of women on screen, female characters? Are we talking about the work of women directors? Are we talking about the situation of all the women who work in the business and the industry of film? Are we talking about the way that films by women get funded? Are we talking about all of those things all together? And I think we'll see that different ways that people answer are going to reflect the part of the film world that they come from, or the particular profession or professions that they come from. So hopefully we can look at this question, les femmes et le cinéma, from some different perspectives. The question, as it's been posed by the FIF, is kind of a yes or no question. So I think I'm going to start by just taking a little survey where you can just say yes or no. Faut-il encore parler des femmes au cinéma? Nadia. Oh, the microphone is over there. Évidemment, moi, de toute façon, j'ai déjà déclaré que je suis féministe, alors évidemment, je vais répondre oui tout de suite. Mais pourquoi il faut continuer à parler des femmes au cinéma? Parce que, évidemment, comme elles représentent la moitié de l'humanité, quand même, c'est important que leur image existe, autant que celle des hommes au cinéma. Mais c'est surtout parce qu'on continue à avoir 80% des films qui sont des films réalisés par des hommes, mais avec une grande majorité d'histoires d'hommes, hein, mais d'histoires d'hommes dans le sens masculine, viril, avec des sujets qui sont quand même souvent des histoires de héros, etc. Je pense que dès qu'on est dans l'intime, on est plus du côté des féminins. C'est curieux, mais enfin, c'est quand même le sentiment que j'ai. Donc, il y a ça, et il y a aussi, il faut continuer à parler aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à faire des festivals de films de femmes? Est-ce qu'il faut continuer à faire... Malheureusement, oui, parce qu'on n'est pas encore arrivé justement à ce qu'une des personnes du court-métrage dit là, de simplement ne pas faire la distinction entre un film de femme et un film d'homme. Et ça, on y arrivera le jour où il y aura une vraie parité. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une vraie parité? Oui, il y a des moments où on se dit peut-être qu'il faut obliger à ce qu'il y ait
des financements qui sont dévolus de force à des films réalisés par des femmes. Moi, je vais juste vous raconter une anecdote, après je laisserai les autres parler. C'est que récemment, j'étais dans un concours pour avoir des subventions, hein, comme il y en a en France, je ne vous dirai pas lequel, mais enfin, j'allais en plénière, ce qui était quand même, ce qui m'arrive très souvent, hein, j'arrive jusqu'à la plénière, et sur 15 projets, il y avait de l'argent pour 7. J'étais la seule femme qui a été passée en plénière sur les 15 projets, sur 65 projets qui étaient présentés, quoi. Donc, et il y avait de l'argent que pour 7. Et ben, ça n'a dérangé personne qu'on donne à 7 hommes, et aucune femme n'a eu cet argent. Donc, moi, je veux bien qu'on écrive des films qui sont super médiocres et super nuls, avec des histoires qui n'intéressent personne. C'est possible, mais il y a un moment où, même si c'est nul à ce point-là, eh ben, je revendique le droit à m'exprimer au nom de la moitié de l'humanité. Voilà. Donc, un très grand oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui trouve que no, it's not necessary? Non, on ne peut pas être pas d'accord avec ça. C'est clair que c'est des problèmes de critères. Comment on qualifie, comment on donne, pourquoi on donne l'argent à un film? Je veux dire, il faut qu'on change les critères, il y a un vrai problème. Et ce n'est pas juste par rapport à l'intime ou le film de combat, c'est le point de vue. C'est-à-dire une femme, elle n'a pas le même vécu, elle n'a pas le même historique, elle n'a pas les mêmes pensées qu'un homme. Donc même sur un film de karaté, elle ne le réalisera pas pareil. Et c'est dommage de se couper de ça. On se coupe de la moitié de la pensée de la population, de la moitié de l'artistique de la population. Je pense que ça, il faut qu'on rattrape vite parce qu'on s'est beaucoup endormi. Enfin, moi, j'ai cette impression-là, personnellement. Yeah, we definitely have to keep talking about it. But I really liked what I think it was Christine Vachon said. We need to, not just have these panels, but actually do something. And I think what needs to be done is stop promoting stereotypes. I asked this question to a man who was financing films in the state of Louisiana, where a lot of studio films are being made and a lot of television series. And he had inherited a lot of money, and he was putting his money into film production. And I asked why had he helped support any films directed by women about women's stories. And he said, "Oh no. The experts in Hollywood told me that because they make so much of their profit abroad exporting these films, people don't want to see those films." So I thought someone had told this guy that, and this is like this year. So obviously these ideas that are false are going around, and they need to be stopped. You can look at look at a film like Mamma Mia, directed by a woman director. She made a fortune on that film, and she went on to do a few other films, does a lot of theater. It's possible. Women buy movie tickets, and we go to the cinema, so we need to actually do something now about this. About what we should do and how to do it, we'll come back to that question hopefully during the panel. Vivian's remarks just gave me the opportunity also to remind everybody that the festival prepared a fact sheet with some statistics on women in the film industry, which is available on the table outside. And the fact sheet also shows that films by women tend to have lower budgets than films by men. But that also means that proportionally, they're often more profitable than films by men. They might not sell as many tickets in real terms, but in terms of what they cost to make and how much money they bring in, often they are a better investment, just by the way. Going back to the fundamental question that we're in the middle of talking about, I'd like to give Ursula Keller the chance to add something. Yeah. This question, of course, reminds me, I'm the Senior Gender Policy Advisor at SDC. I'm responsible for implementing the gender policy of SDC, which is about implementing gender equality in all our programs, interventions, including in our institution. So this is not a new thing. This goes back to at least 1995, the Beijing conference, and we do gender mainstreaming since 20 years now. So I'm quite often confronted, is this still, didn't we solve that? I mean, where are we now, 20 years later, and even much more? So there is a lot of talk about gender fatigue. So if I come in the institution, oh, this again, so it's usually not the excitement, it's not a new topic, it's not
sexy per se. So I think I know this question very well, and nonetheless, I would say, from my point of view, definitely yes, and I would very much support, without knowing all the interns of the film business, that it must be a yes, and why that? We have just now celebrated this 20 years of the Beijing Platform of Action, which is a very important framework for gender equality in development and beyond. And there has been general agreement. There is achieved a lot. So I'm not going to bore you with all numbers, and so that we have achieved a lot, but there is still a lot of things we haven't. We still have a majority of those who are poor. 70% are women. And if we look at the anywhere at the top positions at leadership in politics or in economy, women are definitely not yet where they should be. And I think the facts just are telling by itself. And the question is maybe only how we look at, how we read these figures. Is it we are on good track, we are on the right track, so let's just move on? Or do we say, okay, that's where we got stuck and we have some structural fundamental things and we need things to do, we need to act, what has been things. So I think it's a question of how we read where we are. So I would definitely say, yes, we still need to ask the question, but then find out what are the good measures, policies or actions to do about. Mm-hmm. Yes, thank you. Dear Phuong Nguyen, Ursula Keller just said before that she felt like, haven't we solved this problem already? Isn't this a question from 20 years ago? And you're, I suppose, the youngest person on this panel. Do you feel like this is something that, you know, the older generations have solved for you, or is it something that you also struggle with as a young filmmaker working today? First of all, I'm sorry if my heart beating is too loud, because I'm worried. Actually, I don't know why I accept your invitation to the panel discussion, because in the long time, in the long time until now, I try my best to hide myself, to face to face with this question. So I cannot to say yes or no. With me, I hate the question. I really hate the question. It's remind me a very bad memory. You know, when I make flapping in the middle of nowhere, and flapping was selected in Venice Critic Week. I don't remember the name of the director of Critic Week in Venice. I don't remember, but I remember that when the film was premiere in Venice, I met him and I say thank you, and then I asked him with a very polite question, do you choose my film and invite me just because this is a Vietnamese film, and this is a film made by the female director? So I don't know why. Maybe some thinking in my mind is long time, and then boom, out, and I ask him. So what did he say? Yeah, he's a very kind guy, so he's nice. He say, oh no, why you think like that? But I don't know why I think my parent, my teacher, everyone I love never teach me or never say with me that a female woman cannot do something. No one teach me in Vietnam like that. But when I grow up, when I start my career, when I make a movie,
something happened. And many colleagues, many journalists, many, they ask me, they make me think like the female director is a stranger. So it's not easy for the female director get success. So if they get success, of course have the problem inside or back. Like something like a very, I don't know, it's like a black idea or dirty idea, I don't know. But everyone make me think like that. So even when I have 3 co-producers from France, from German, from Norwegian, and I invite them, of course they have to come to Vietnam for shooting. Prepare, not shooting, because we get censorship. We cannot accept them to invite to my country. My best friend, he's a male director in the special dinner. I don't know he drunk or not, but he asked my co-producer that maybe you come to Hanoi just because you fall in love with the female director. Okay. Okay, so Thanks for taking me seriously. Yeah, I don't know. Is this just you kidding me? No, he's not really kidding. He's not really drunk. Something deep inside the mindset, have something. I don't know. So. Someone, oh no, not someone, everyone beside me make me think about that. I think that I don't care about the female or the male filmmaker. I just think that, okay, we have only filmmaker. We no need to care about the gender. We see the movie not because this is a movie from the woman, but maybe it's not the true in reality. So I don't know. With me, your question is really hard and difficult to answer. Yeah. Well, thank you very much for giving us such a thoughtful and personal answer. And I'll just say that I don't hear your heart beating. I hope it is, but it's not beating so loud that we can hear it. I'd like to actually stay, if you don't mind, to take the microphone again when you're done, because I'd like to follow up on what you just said with the question specifically about the film that you made, Flapping in the Middle of Nowhere. Not everyone has seen the film, and I don't want to spoil it for people who are going to get to see it during the festival, but it is a film about a young woman who becomes pregnant, who didn't necessarily want to become pregnant, who now has to figure out what to do. Is she going to keep the baby or not? Will her boyfriend help her or not? She has a roommate, best friend, who's a kind of ladyboy, a male prostitute who dresses up as a woman, which gives a whole other perspective on gender roles and responsibilities. And I would dare to say that this is a film that was really made by a woman and from a woman's perspective on topics that are uniquely important and urgent to women. Do you see it that way when you chose to make your film? And did you have kind of resistance when you went around trying to make get the film produced because of the subject matter? I'm so sorry because maybe I'm the one who cannot to understand myself very clear. So I don't know why I love to make a movie about women. I always think about the story about women. I love that. I don't know why. Maybe this is a very nature, or maybe this is a basic instinct. I don't know. But yes, I admit that my film is not from the male director, of course. It's
yeah, is love, is alone, is loneliness, is a love, and is something very tiny piece in the life. And yes, if normal audience to see Flapping, I will think, oh, this is a film from female director. I'm sorry, but yeah, it's true. But what was the reaction to the film in Vietnam when you were making it or when it was finished? Because of the subject, because of some tricky subjects, also the idea of maybe abortion or. Yeah, Vietnam is a strength because the audience love the movie, and I think in Vietnam the position of the woman in the life maybe is important. I don't know why, but we have women in everywhere. Not popular in politicity, but in art is not 4%, of course. Maybe more than 50%. Wow. Yeah, in film, the female director is not much, of course. Everyone told me that cinema is not for female. Everyone told that, and especially directing is not the job of the female. But they think about the side of the job, like this is a very heavy job. You have to spend all the time. You have to spend all the energy, and you spend all your life. But the women in the Asian country, often in the mindset of the people, they often think that a woman have to take care about family, about husband, about the children, so about many things inside the house. So how can you have enough time to make the movie? So that's a question. Yeah, I don't know, but yeah. Okay, so this is a problem in over the world. So maybe we need the question. Agree. Okay. Yes. Go on. Nadia Alfani, voulez-vous répondre à ce propos sur c'est quelque chose dont vous avez parlé assez longuement tout à l'heure lors de la table ronde sur les réalisatrices en Afrique. Et on a vu là-bas aussi que c'est une question universelle, ce n'est pas quelque chose qui touche que les réalisatrices africaines ou quoi que ce soit. Mais... Oui. Non, mais c'est marrant parce que tout à l'heure aussi, il y a eu une des réalisatrices qui était avec nous et qui a commencé par dire je suis pas féministe et je me définis pas comme une féministe et etc., etc. Et puis dans son discours après, elle a été très féministe. Parce que c'est quoi être féministe? C'est justement aller contre ce que la société nous porte, nous impose en tant que femmes, parce qu'on est obligé quand même de considérer ce qu'on nous fait endurer depuis plus de 2000 ans maintenant qu'on a cette mémoire d'abord des monothéismes, même si en Asie c'est pas les mêmes, mais on sait quand même, on sait ce qu'on nous fait endurer, on sait à quoi on nous destine, voilà, la famille, les enfants, faire attention à son homme ou à ses hommes, parce que quand même maintenant les sociétés ont admis qu'on peut divorcer et en avoir d'autres, mais enfin c'est quand même l'un après l'autre, il faut s'occuper de lui, et on n'est pas encore passé à l'homme qui doit prendre en charge le métier de sa femme. On le sait, on le voit, enfin je veux dire, dans plein de professions, quand l'homme est nommé dans un autre pays, c'est la femme qui le suit. Est-ce que l'homme est capable de suivre sa femme? Bien sûr, je sais que ça existe. Heureusement qu'il y a un peu de modernité dans tout ça. Mais c'est étrange de voir à quel point les femmes ont tellement... je ne dis pas pour ce que vous venez de dire, hein, parce que je suis d'accord qu'en tant qu'artiste, personnellement aussi, je ne veux pas être jugée en tant que femme réalisatrice, je veux être jugée en tant que... Enfin, jugée, même pas jugée, d'ailleurs, personne n'a le droit de me juger, mais enfin, j'ai le droit de faire les films que je veux faire et je ne les fais pas parce que je suis une femme.
Mais je sais qu'en tant que femme, bien sûr, venant d'une société qu'on appelle arabo-musulmane, parce que c'est quand même là-bas que j'ai grandi, là-bas que j'ai commencé à faire des films, et donc en réaction avec cette société, l'oppression envers les femmes était immense, et elle l'est encore plus malheureusement aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'était en réaction à ça. Je voudrais bien qu'on ne parle plus de ça. Je voudrais bien, mais ce que je vois quand même, c'est qu'aujourd'hui, et malheureusement dans la jeunesse aujourd'hui, j'ai pas envie de passer pour une réactionnaire, mais enfin, ce que je vois des images de la pub pornographique, comment on utilise le corps des femmes, et encore aujourd'hui au cinéma, je suis désolée, je me suis un peu mal exprimée tout à l'heure, et un peu rapidement pour dire des films de combat, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que l'image qu'on a des femmes dans le cinéma encore aujourd'hui, c'est le faire-valoir, des femmes qui sont belles, qui sont là pour séduire, qui sont là pour offrir une petite minute d'érotisme à un moment donné, etc. Et alors que nous, les femmes réalisatrices, on a beau dire, mais nous créons des personnages de femmes forts en général. C'est pas un hasard, parce que forcément, pour choisir ce métier qui n'en est pas un, qui est une vocation, qui est une passion qu'on a envie de faire. Moi, je disais tout à l'heure, c'est un état d'être réalisatrice. Donc, quand on en arrive à faire des films, évidemment que c'est pas pour mettre des femmes à la cuisine et montrer comment elles sont victimes et qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc évidemment qu'on crée des personnages de femmes puissants ou en tout cas qui se rebellent, etc. Donc c'est en ça qu'on produit des choses différentes. Or, ça n'est pas encore une préoccupation des hommes. Le jour où les hommes seront opprimés par les femmes et qu'ils seront la minorité dans tout, et que les pauvres, ils n'arriveront plus à trouver d'argent pour faire les films, je vous jure que je ferai des films pour vous défendre. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire des films pour défendre les femmes. J'aimerais revenir à cette question que vous avez évoquée tout au début, les femmes qui ne veulent pas être féministes ou qui se disent ne pas être féministes. C'est quelque chose que le festival a vécu assez fortement pendant la période de préparation de cet événement et de cette édition cette année. Et Thierry Jobin et Cécilia Beauvais m'ont glissé quelques citations des remarques de personnes dans le milieu cinématographique, surtout des femmes qui ont réagi assez négativement quand ils ont entendu parler de cet événement et aussi du travail de Pamela Pianezza, qui a fait un travail de programmation très important pour le festival cette année et qui n'a malheureusement pas pu être ici avec nous aujourd'hui. Et qu'on lui a dit, elle a contacté beaucoup de réalisatrices pour faire un sondage auprès de 100 réalisatrices. Et elle a dit que lors de la réalisation du sondage, certaines réalisatrices se sont carrément fâchées. L'une d'entre elles s'était même mise à crier, arguant qu'une telle initiative allait encore stigmatiser les femmes et faire le jeu des hommes. Ça, c'est une réponse. Et il paraît que Isabelle Huppert, que tout le monde aime tellement bien, a dit que je souhaiterais qu'on mette au défi de comparer deux films sans dire lequel a été fait par un homme et l'autre par une femme. Je peux vous assurer que dorénavant, personne ne le devinerait. Il y a beaucoup de misogynie de la part des femmes elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de remarques, avec cette attitude, avec nos collègues qui parlent d'une telle façon? Elisa Garber. Moi, je me pose la question, mais de quoi ont-elles peur ? Parce que le féminisme, c'est vrai que c'est devenu une insulte, dire qu'on est féministe. Moi, j'avoue que je ne le savais pas quand j'étais jeune, parce que j'avais l'impression d'être au même niveau que mes frères, que les garçons à l'école, puisqu'on était dans des écoles mixtes. Mais quand j'ai commencé à me frotter à une école de cinéma et à faire un métier de garçon, c'est-à-dire j'ai fait Louis Lumière à Paris, qui est une école de chef opérateur, on était deux filles, et je veux dire, on avait toutes les corvées, quoi. Je veux dire, quand on est arrivé sur les plateaux, c'était la même chose. Les machinaux ne nous aidaient pas. Quand on était assistante, caméra, et ils nous testaient les premiers jours. Et puis dès qu'on commençait, ils commençaient à voir qu'en fait on se débrouillait, on était la petite qu'on allait aider. Voilà. C'est dingue quand même. Je veux dire, c'est complètement dingue. Et en fait, en vieillissant, je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais un peu garçon manqué quand j'étais petite, enfin quand j'étais jeune.
Mais en vieillissant, je me suis rendu compte, mais il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, rien n'avait bougé. Qu'au contraire, j'avais l'impression qu'on avait reculé un petit peu du combat de nos mères et de nos grands-mères qui nous ont amené le droit de vote, qui nous ont amené beaucoup de choses quand même. Parce qu'on parlait politique tout à l'heure, moi je fais partie des Verts aussi, je milite beaucoup au Parti écologique. On était en votation sur la Suisse romande. Il y a 23% de femmes qui sont passées tous les partis confondus. Chez les Verts, c'était extraordinaire. Il y a eu 14 femmes sur 17. Donc déjà, on était un peu un parti un peu bizarre par rapport aux autres. Pas très respectable, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est quand même affolant, je trouve, de toujours devoir prouver plus. Toujours devoir être plus forte. Et je pense que ça vient aussi de nous. Il faut qu'on prenne plus d'assurance. Il faut aussi donner du courage aux autres femmes, et aux jeunes, aux plus âgés. Et en même temps, s'aider ensemble. Moi, je pense que ça une voie importante parce qu'il y a une vraie... Je trouve que les femmes s'aident entre elles. Moi, je ressens ça dans la production. On a de plus en plus de femmes en Romandie qui veulent faire de la production et qui en font, et qui font des très bons films en tant que productrices. Et en fait, on se donne des coups de main. C'est-à-dire, on s'appelle, tiens, et toi, ce contrat, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas de rivalité. Et ça, c'est vraiment un truc qui est fort, et je pense que ça va nous aider beaucoup pour gagner ce combat, qui n'est pas fini, bien sûr. Vivian, I think you also wanted to respond to this. Yeah, I was thinking back when we created the Women in Cinema Film Festival in Seattle and why we had created it, because we saw that these films were not receiving the same attention. And then I also mentioned to you earlier, one of the interesting things that was happening was even if a woman made a film, a first film, for example, a long métrage, a feature film, that did well or had some critical success, they were not the ones who were approached by the Scorsese and company or the studio folks and brought in to talk about a possible future. I saw a lot of women filmmakers, win a lot of prizes and do really, really well with their first film. But I only saw male filmmakers invited by an older generation of male producers and directors to mentor them to do films. And I think that's another thing we need to talk about, is that women need to mentor other women and to help them. And we have a lot of women producers in Hollywood. So why aren't there more films being directed by women? That's an interesting question too. But also when we did the film festival, we asked a couple different women to be on the board of the festival, and some women, older women generation, who I would say are feminists, who've made feminist type films, I guess, with messages that are quite strong, had no problem saying, yes, of course I'll do this. But then we asked a Hollywood filmmaker, it was Catherine Bigelow, and she said, no. I don't think of things that way in terms of female, male filmmaking and things like that. And I thought that was just as interesting. You have the right to think about it in any way that you want, but I think you don't have the right to not help one another. They say there's a special place in hell for women who do not help other women. I think that's probably true. I'd like to get our other microphone going and give Ursula Keller a chance to respond and maybe kind of broaden the discussion a little bit from your perspective, not from the film world, but generally, how do you deal with resistance to the idea that there needs to be equal opportunity for men and women, that women have a certain contribution that needs to be made, that women's perspectives should also be included when important decisions are made, and so on? How do you confront that in your own work? I would like to come back to the issue about feminism, because we talk in my world about gender and gender equality, and if you really want to make sure nobody's listening to you, start talking feminism. So I'm not talking feminism in my world, but obviously gender equality and all what we're dealing about, the origins of it, are feminist analysis of power, of access to resources, of female and male images, stereotypes, and the opportunities we have. But we don't call it like this. And I'm leading this discussion in gender trainings. So young people, and particularly young women, they really would distance themselves very clearly from anything like feminism, but they're very strongly for gender equality. So we're playing with these discourses, and I really think a young generation, and I'm not that old, but not young anymore,
So they have not, I think their world really, their opportunities in our society, I would say in our society here in Switzerland, they have equal opportunity. I would say until they get married or until they get children maybe. But, and we of course with the development context we're working in Afghanistan or Tajikistan or Bolivia or Congo or Tanzania, that is not so obvious. Their discrimination against women and girls is much more obvious. So we have more the thing about it's poor women, disadvantaged women. So that is no problem then to bring in the specific focus of women. So nobody would be against it. It's very adapted. But if you go back to the origin on what we're talking about, there is a disconnect. What we talk today and what is widely accepted, why there is actually no resistance at the idea as such is really gender equality as a business case, no? Because if we want if we want sustainable development, if we want growth, sustainable growth for everybody, we need women, and we need women, productive women, we need women, if we want to fight poverty, we need women getting empowered and taking their own thing. So there is no objection on that idea. The danger, of course, is that the business case, which is very compelling and very important, we sometimes have to take care, because there is a flip side, to not see women now as the untapped economic resource only, but that is actually about their rights per se, even if it's not for economic development. So there is a lot of play on these gender, feminism, and who relates to it for what reason. So that the argument shouldn't only be about profit, but also about human rights. I know there's a lot more to be said on this subject, but I would really like to involve the audience at this point. We have a nice gentleman at the back with a microphone who will bring it to you if you would like to say something. J'aimerais inviter au public de faire partie de cette discussion à ce moment pas trop tardif, comme ça il y aurait du temps. Il y a quelqu'un qui est déjà en français, je crois. S'il vous plaît. Hello. Hi, my name is Stefan Mitchell. I'm a filmmaker in Switzerland. I know some of you in the panel. Thank you for being here. I think it's very important and interesting and very moving to me to hear you all talk about your different perspective. And I was thinking about what Diab said at the beginning, this force that you had to suddenly, like you said, that something came out of the back of your mind and said, is it because I'm the Vietnamese female filmmaker that I was invited in Venice? And I was wondering, and it links to what Elisa said about what are we afraid of when we don't want to be feminist, or when we, like Isabelle Huppert says, we don't need to talk about this anymore. We can watch a movie and not know. And I think when we, like if you were a white male heterosexual Hollywood director, you wouldn't fear. It would be like, oh, I was invited because I was a white male Hollywood director, and this is great. And we have to not think, or at least this is what resonated in me. I don't want to think as, oh, I'm the Swiss filmmaker and I'm a girl, I'm a woman, so maybe that's why you took me as a quota, like I'm the token woman. And I think we should be like, yeah, this is great that I'm a Swiss woman director, or I'm a Vietnamese woman director. It's not bad, it's great. And so I think the question is unnecessary, and I think, yes, we need to talk about it, and I don't think it's bad. I don't think it's like saying, oh, I don't see color, I don't see race. This is bullshit. We are men, women, and in between. The gender is fluid, but so anyway, thank you. Thank you for being there. Thank you for your comments. I would like to see if maybe someone else from the audience would like to comment before we go back to the panel. Not at the moment.
Yes, okay. Let's collect a few statements and then we can respond here in the front. Hello, I work in academia, so in universities, and I think it's a similar issue with when you go up the ladder and come into positions of leadership, that those who are at the power now tend to exclude those who are not yet, those who are coming. So in academia, we have now like 50% women students, and in Switzerland, like less than 20% professors, women professors. And what can we do about it? There can be gender programs really to putting pressure on those who decide. For example, yes, of course, we want to see movies made by women, but if those who give the funds do not allow those films to be made, then we won't see them. And in terms of self-empowerment, we might know girls who want to become a princess, and I would like to tell every one of you to tell this girl, why don't you want to be a queen? Okay, let's see who would like to respond to these 2 points, which are kind of related in a way, because it's sort of the question of identity and playing that gender card or not playing that card. I actually think, I mean, I dedicated my film to my mother and my grandmother, and it's a film about mothers in a way. And I actually feel a responsibility for my daughter to take those steps to move things forward, like my mother did for me and her mother did for her. And it wasn't that long ago that it was, I mean, when I think of my grandmother's generation, what she dreamed of being, what I knew of what she dreamed of being able to do and what she was actually able to do. And the same for my mother, she was able to a little bit more. If we don't keep pushing it, then my daughter actually thinks it's normal. She just showed me her first short film she made last week. She thinks that's normal to be able, and I did too at her age. And I think you're right that at a certain age and when you're confronted with sort of the reality of things, then you start questioning. But we need to make it normal and in the real world of everything, of making films, of academia, whatever it is, should be completely normal. I'd like to give Diep the chance to say something also on the question of the idea that there's so much competition among women for the few slots that are available. Can you imagine a future where the Venice Film Festival would show 3 films by Vietnamese women directors, all different from each other? I have to say thank to all of you because and you because when I listen your thinking, your idea, your story, I realized that maybe I just like to have the how to say positive, but is another side positive? Negative? Yeah. Maybe I have a negative for everything. So yes, why not? We cannot think, okay, so we are the Vietnamese female director, first ever who selected by Venice, but I always to think everything is really, really negative. So maybe this is a problem of myself. I mean, this is a problem of maybe inside the woman is not the problem from outside, but you know, even I have to negative thinking, but I always love to be a woman. I love my job. Sometimes I really against my film. I hate the feminine, very feminine detail in my movie, in my style. But actually, I love my job. So keep forward, keep moving. So
I never think about the award or about the success before I make the movie. I never want to benefit from my gender or to use my nationality like a minority country to get something benefit for me, for my project or for my film. But yeah, but thanks God, because I'm a woman. So, so you know, when my mother ill, she has a very bad situation. I have to pray by the Buddha book, and in the 10, the page number 10 or number 12, I don't remember. The Buddha book say that if you are the woman, it's a very, very bad destiny. So you have to try your best to make many things good, many things very, very good in the present. To compensate for being a woman. To for your next life to become the man. Okay, so I close the book. No pray anymore. Okay, forget Buddha book. I'm so sorry, but what kind of the year is this? Is this 2014? My mom is sick. I need something to praying, so I cannot to praying with the book tell me that woman is a bad destiny, woman is a, oh no, it's not. It's not. So yeah, now maybe I can answer your question. Maybe this is the reason why I love to tell a story about a woman. It's humor, is that right? Yeah, it's funny. And yeah, it's have many things inside about the women. So even I cannot imagine how can I tell about the male. I don't know. It's a little bit flat and clean and easy. I don't know. I mean, yeah. So I choose to become the female if I can. I choose my job now to directing the movie, and I choose a topic to tell a story about the women, to bring them on set. Long time ago, I scared male, and I always hidden the male character out of my frame. But now, I'm okay. You can come on set. Yeah, it's okay. You're just a character. But that's it. So. But sorry, I never can think like, yeah, I'm the Vietnamese female director to come to Venice or to come to Cannes or to come to Fribourg. I just think, okay, this is a film. We have the opportunity to show with the audience in over the world. So that's it, yeah. I'm sorry. No, it's not at all. It's perfect, and the story you told was also so perfect. I think we could probably look in all the religious books of all the religions and find similar quotations, and that could be the subject for a film all on its own. But I'd like to bring up a question that was raised in the previous panel on the African women in African cinema, where one of the filmmakers talked about, this will probably be a question for Nadia then in the end, one of the women talked about the dilemma of how hard you have to fight and work and be ambitious to make films as a woman, that it doesn't always leave you the time and the energy and the opportunity to engage in solidarity with other women. And I think this is a dilemma. And when you hear that only 20% of professors are women or these kind of questions, you kind of ask yourself, what could women do more to help each other while also helping themselves in their career? Bah déjà, quand on regarde, parce que moi j'ai regardé la liste des chiffres là, qui ont été proposés, c'est assez édifiant, parce que dès qu'on tombe effectivement dans les professions maquillage,
habillage. Alors là, on a 90% de femmes. Et évidemment, dès qu'on est réalisatrice, scénariste, on n'arrive même pas à la barre des 30%, je crois. Hein. Jamais. Et c'est à peu près commun à tous les pays du monde, quoi. Enfin, c'est assez affolant. C'est pas seulement en Afrique, etc. Donc, on voit bien que la solidarité qu'il y a, enfin, Pokash, qui n'est plus là, en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, je pense qu'il y a une solidarité naturelle féminine, contrairement à ce que souvent les hommes ont essayé de faire croire, que les femmes étaient toutes des concurrentes parce qu'elles voulaient séduire des hommes à la place des autres femmes. Enfin bon, il y avait tout alors que l'amitié féminine qui est quand même rarement montrée au cinéma, à part dans les films de femmes, je pense que c'est des amitiés très fortes et que effectivement les hommes ont tendance à vouloir enjoliver comme étant des amitiés amoureuses ou des choses comme ça. Enfin, on a toutes connu ça. Donc il y a une solidarité naturelle à partir du moment où on devient mère aussi, c'est vrai, l'histoire de garder les enfants les unes des autres, de faire les anniversaires, de tout ce qui est dévolu aux femmes, hein, etc. Mais dans la profession, enfin, je pense qu'on peut effectivement essayer déjà de travailler entre femmes. Ça, on peut le faire parce qu'on peut aussi montrer qu'il n'y a pas que des équipes d'hommes, quoi. De plus en plus, ça vient, hein, mais d'avoir des femmes chefs opérateurs, des femmes ingénieurs du son, des femmes... c'est beaucoup plus difficile dans les métiers, après, qu'on dit des ouvriers du plateau, hein, les machinistes et les éclairagistes, parce que je pense que pour elles, c'est encore plus dur de se faire une place. Et puis, ça serait bien que des hommes se mettent à aimer le travail de script. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas. Dès qu'il faut de l'écrit, c'est marrant, on trouve que oui, c'est un petit peu le côté secrétaire, quoi. C'est plus dévolu à la femme, alors que le métier de script est une partie intégrante de la création pour un réalisateur. Montage aussi, il y a quand même énormément de femmes qui sont monteuses. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'asseoir derrière je sais pas. Enfin, c'est un travail d'organisation. Sans doute, voilà. Donc peut-être qu'il faut qu'on organise ça. Moi, je sais que j'essaye de travailler avec une femme productrice maintenant. Enfin une femme à la production pour des films. Je pense qu'on a une vision de nos personnages, quoi. Encore une fois, on pose moins de questions sur le fait que, par exemple, on crée des femmes qui se battent, quoi. Quand on est une femme, la productrice, elle va trouver ça normal, alors que c'est vrai que les mecs, ils ont un peu tendance à dire « Oh ben là, t'exagères un peu, est-ce que tu voudrais pas en faire un peu moins etc. » Donc, il y a cette solidarité-là. Et puis, moi, j'en appelle quand même à tous ceux qui nomment, excusez-moi pour le directeur de ce festival ou le programmateur de ce festival, mais qu'il y ait un peu plus de femmes programmatrices dans les festivals, un peu plus de femmes directrices de festivals, et peut-être qu'on aura un peu plus de films de femmes sélectionnés dans les festivals, parce que, par exemple, quand vous regardez le festival du film de Créteil, qui est un festival de films de femmes en France, un des premiers qui a existé en Europe, mais il y a chaque année 300 films sélectionnés. Donc quand même, quand on voit que le festival de Cannes, il y a 2 ans, a osé répondre, parce qu'il n'y avait aucun film de femmes en compétition, osé répondre que c'est parce qu'il n'en avait pas trouvé de bonne qualité sur les 1300 films qu'il visionne dans l'année, dans le monde, oser dire des choses comme ça. Franchement, moi je dis, changeons Thierry Frémont. Et je rajouterais surtout quand on a vu la sélection. Oui, en fait, c'est un slogan qu'on a écouté ici en Suisse. C'est une discussion qui se poursuit en fait depuis peu de temps, mais finalement. Et aux Journées de Sonneur, au mois de janvier, une réalisatrice a dit lors d'une discussion pareille, nous voudrions le droit de faire des films aussi moches que les films que font les mecs. Mais je pense que c'est vraiment... You can go ahead in English. Oh, sorry, in English. There are decisions that you can make. I remember working on the beginning of a feature film in Seattle where the director was a woman, the producer was... All of us were women, and we all were single moms. And so built into the budget was actually money to take care of the children while we were shooting. But when I decided to talk about distribution for my film, I had a lot of people approaching me
And all of a sudden, I was like, no, I want a woman distributor who is actually launching something called Herflix, which focuses on content directed by women, because I decided, you know what, I mean, that's the only. I think I actually can reach my audience better that way, and especially with the subject matter of my film. But I think we actually have to change the way that we think, but I also think we need to think internationally, because if we just did Hollywood, it's going to be hard. If we all kind of work together, and especially as we move to online streaming, people are going to find the content that they want, and half those people are women. So, you know, they can also be making more profits, and the more profits we make, the more films we can make, and all that. I'd just like to see if there's any more comments or questions from the audience at this point in the discussion, before it's too late. Yep, just un instant, le micro arrive. C'est pas vraiment une question, mais j'aurais voulu rebondir sur l'anecdote de Venise, en fait. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces discours légitimement les quotas, parce que je trouve que ça manque un peu d'ambition. Donc moi, je vous inviterais à ne pas réviser votre position. Je ne sais pas, avoir une vision du monde négative, que de s'indigner du fait qu'on tout d'un coup, on réduise notre identité à notre ethnie ou notre sexe. Et je trouvais ça tout à fait légitime, finalement, que vous soyez posé des questions et puis senti plutôt insulté, quoi. C'est quoi la solution? La solution, moi j'ai un peu de peine, c'est difficile à se prononcer parce qu'il y a plusieurs sortes de féminisme. Après, c'est vrai qu'il y a des problèmes qu'on constate, mais je pense qu'à force de surthématiser le féminisme, sans dire qu'il ne faille pas justement aborder ces problèmes-là, mais le fait d'arriver aujourd'hui à cliver le cinéma, à dire qu'il y a des films de femmes qui s'adressent à un public féminin, qu'on ne donne pas cet accès, je trouve ça des fois un petit peu réducteur. Et je sais pas, je pense qu'il y a des choses à plus large échelle à déconstruire, en fait. Et je pense que ça va être surtout un travail finalement qui s'inscrit dans le temps. Et on voit de génération en génération finalement que les gens sont de moins en moins perméables finalement à ces clichés de genre. Et j'ai l'impression que ma génération a déjà fait quelques pas. Et puis je pense que celle qui s'avance aussi, avec peut-être une certaine libéralisation aussi de tout, effectivement, par Internet, dans le milieu du cinéma, dans le fait de pouvoir diffuser à d'autres échelles. Je pense qu'il y a des choses qui s'accélèrent en ce moment. Donc, j'aimerais transformer cette remarque peut-être en question pour dire que, et aussi pour essayer d'impliquer aussi les hommes dans cette discussion, si on ne veut pas prendre la voie des quotas et d'imposer des pourcentages, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les hommes qui tiennent au pouvoir de partager ce pouvoir avec nous? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire à part les quotas, les règlements, les pourcentages? I think one of the things we need to do is actually support men who already do support women more, because those men, and Thierry Jobin and other men who actually are doing something. We saw some of the men on the screen, but also in our private lives. You know, those men should win if you're, you know, working with those men, or you're in a personal, private relationship with those men. They too, when they take the side of supporting women, sometimes confront other men who are not being as supportive. So as a woman, you can say, hey, let's celebrate these kinds of men because you celebrate us. Moi, je dirais aussi, c'est vrai, ce que vous dites, je suis assez d'accord avec vous, mais je dis aussi, la société, elle change parce que nous, on fait des enfants, puis on fait des garçons, puis on les éduque différemment. Je veux dire, les garçons, aujourd'hui, ils ne sont pas ceux qui étaient il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, j'ai 56 ans, j'ai 2 ados. Bah, les ados, mes garçons, ils sont féministes. Je leur racontais leur grand-mère quand elle a été brûlée son soutien-gorge, parce qu'il faut voir en Suisse, dans les années 70, c'était le vote. Hein. Et il disait, mais moi je suis chaud, demain je vais à la manif avec toi. Je dis, mais tu vas brûler quoi? Je sais pas, mais on va. Et c'est vrai que ça va pas. Donc je veux dire, la conscience, c'est vrai que ça se sème, ça prend du temps, mais on va pas attendre 30 ans, 40 ans, 50 ans pour que les choses bougent.
Il faut qu'on soit consciente, mais vraiment, et je pense que vous êtes, c'est pas péjoratif, vous êtes peut-être encore jeune, vous n'avez peut-être pas encore, comme dirait Anne-Catherine Young, que j'avais rencontrée chez les politiciennes, parce qu'on a fait tout un groupe politique de tous les partis pour que les femmes se soutiennent ensemble. Elle disait, tant que les femmes ne se tapent pas la tête contre le mur de verre au-dessus d'elles, elles ne réalisent pas. C'est à ce moment-là, et je pense que partout, dans la recherche, dans l'éducation, dans le cinéma, dans l'art, etc., on a, c'est vrai, cet handicap, quelque part d'être femme, et en même temps, les femmes savent faire beaucoup de choses en même temps, donc on a cette chance-là. C'est vrai que les enfants, moi personnellement, je les ai faits parce que j'ai épousé un homme féministe, autrement je n'aurais jamais eu d'enfants. Et je trouve que c'est aussi des choix de vie qu'on fait. C'est des choix de vie malheureux des fois pour certaines, mais on est obligé d'en faire. Et pourquoi on est obligé de les faire aussi drastiquement? Moi, c'est révoltant, je trouve aussi. Il faut changer les choses, il faut se donner les moyens de changer les choses, sans être sexy, sans être péjoratif, mais il faut prendre conscience qu'il y a des limites et qu'il faut qu'on crève ces limites. Comment faire? Les quotas, c'est un choix. Je sais qu'il y avait eu un séminaire à Locarno. Stéphane, tu pourrais en parler, sur les Finlandais ou les Norvégiens qui avaient mis les Suédois, des critères différents pour choisir les projets. Et puis en fait, ça marchait. Ils n'avaient pas eu besoin de faire les 50%. Enfin, je veux dire... Donc, il y a des moyens, mais il faut se les donner les moyens. Mais je trouvais que c'était intéressant. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais... Donc, on redonne brièvement la parole à Stéphane Mitchell, après à la dame dans le col blanc qui s'est présentée déjà avant. Oui, donc juste en Suède, effectivement, Anna Serner, la chef du département cinéma de la Suède, quand elle est arrivée au pouvoir en 2011, enfin au pouvoir dans cette position, elle a décrété que ce n'était pas possible de viser, d'espérer avoir, c'était 40-60. Ils espéraient avoir 40-60, mais ils étaient toujours à entre 25 et 27% de réalisatrices femmes, selon si c'est documentaire ou fiction. Et elle a dit non, on doit faire du 50-50, mais elle ne l'a pas imposé. Elle dit qu'elle ne l'a pas imposé en termes de quota fixe, mais elle l'a imposé dans la tête des gens qui choisissent les films en disant vous devez prendre le genre de l'artiste en compte. Et elle a aussi, elle nous disait que, alors elle a fait plusieurs choses. Elle a créé des réseaux de femmes. Elle a mis en avant les films des femmes nordiques sur un portail internet. Et elle a donné comme critère que, faut que je m'en souvienne maintenant, que le film doit être, ça doit être un angle nouveau, ça doit être une histoire, je me rappelle plus, originale. Et la troisième chose, tu t'en souviens? En fait, là j'ai un blanc. Mais du coup, ça mettait en avant, racontons de nouvelles histoires, pas toujours les mêmes histoires. Ah oui, et la qualité. Donc il fallait que ce soit de qualité, originale, avec un point de vue nouveau. Donc en mettant en avant ces critères-là, plutôt que simplement la qualité, elle est arrivée en moins de 4 ans à du 50-50. Pas exactement chaque session, mais voilà. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais le Canada a décidé d'imposer la parité. Oui, Thierry Jobin a évoqué ça tout à l'heure. Ah pardon, l'Office national du film. Oui. Mais je comprends les personnes qui refusent les quotas ou parce que ça pourrait être un peu justement dérogateur. Là, on les prend parce qu'elles ont réussi à faire des films parce qu'elles sont dans les quotas. Mais selon moi, le problème, il est systémique et systématique, et c'est pour ça qu'on doit imposer une approche systémique et systématique pour changer la donne, parce que c'est pas une question de qualité, en fait, c'est une question de système. Mais voilà. Je crois que c'est aussi, merci, c'est une question de sensibilisation au niveau des critères. Et le micro passe à la dame à côté, qui attend patiemment. Merci beaucoup. Je m'appelle Géraldine. Je ne suis pas dans la production de films, mais je fais souvent partie de l'audience. Et je trouve que le débat, justement, aussi en Suède, si vous avez dit que, justement, on ne veut pas toujours voir les mêmes histoires, c'est aussi ça. Je trouve que les artistes sont très importants dans chaque société, pour une réflexion, pour animer des débats, pour mettre sur le plan des thèmes, justement. Et donc, les thèmes et la manière de voir des choses peut être différente. Les hommes et les femmes voient des choses d'une autre manière. Il y a d'autres thèmes qui sont importants. Et je trouve qu'on peut aussi voir, par exemple, le choix dans un festival de vouloir montrer un film
d'une réalisatrice du Vietnam. C'est pas seulement de dire ok, on a choisi ce film uniquement parce que c'est une femme. Je veux dire, il y a aussi le désir d'une diversité d'opinions, d'une diversité de voir les choses. Et je trouve que c'est aussi une responsabilité envers les sociétés. Et je remercie toutes les femmes qui montrent leur point de vue et leur univers et leur vision. Merci beaucoup. Merci. Il y a un monsieur qui veut le micro. Je vais lui donner un des nôtres, comme il est au premier rangé. Merci. Christophe Arnoux, je suis auteur-réalisateur. Je voudrais me permettre de vous donner une idée quand j'entends mais quelles sont les solutions pour que les femmes puissent arriver à prendre leur juste place dans la société. Moi, à mon avis, ça serait qu'en fin de compte, elles s'allient avec les autres personnes qui sont aussi opprimées et dévalorisées dans la société. Parce que dans l'ensemble du monde actuellement, historiquement, on voit que c'est la puissance masculine, sa force, sa brutalité qui a pris le pouvoir. On voit que les grandes sociétés dominent le monde. On voit que la monoculture essaye de se mettre en place. Et puis, qu'est-ce qui se passe en fin de compte à la fin? On s'aperçoit, on le voit très bien maintenant de plus en plus, on en parle tous les jours dans les journaux télévisés partout. C'est pas la solution. Cette solution patriarcale est en train d'empoisonner le monde, est en train de détruire tous les types de cultures. Et donc, en fin de compte, voilà, la solution que je propose aux femmes et à tout le monde, c'est de trouver le potentiel dans chacun et trouver le potentiel dans les femmes, dans tous les types de personnes qui peuvent subir ce genre de dictature, la dictature du patriarcat masculin, et ensemble, pas être isolés, parler non seulement du problème des femmes, mais aussi parler du problème des systèmes de type de gouvernement. Pourquoi on ne revient pas à un système où on est à la fois dans le système patriarcal, qui a ses avantages s'il n'a pas ses excès, mais aussi le système matriarcal, et ainsi pouvoir retirer le sujet d'une position de ghetto pour qu'il soit dans une position de force, puisque c'est en fin de compte une position de l'ensemble de l'humanité. Merci. C'est le même sujet ou c'est quelque chose d'autre? Non, je crois que c'est à peu près le même même alors sujet. allez-y, après on va à la réponse. Oui. Voilà, je suis réalisateur aussi. Je travaille. En fait, moi, je fais des films de femmes. Enfin, j'adore ça. J'adore me mettre dans la peau d'une femme et essayer de préférence une femme qui n'est pas de mon âge, pour essayer de la comprendre, pour essayer de me mettre à sa place. Et en fait, souvent, les gens me disent, mais enfin, quand ils voient mes films, ils me disent, mais c'est une femme qui a réalisé ce film. Et en fait, non, c'est un garçon, voire deux, et entouré beaucoup avec des femmes, que ce soit autant à la post-production qu'en production ou quoi que ce soit. Et en fait, vous parliez tout à l'heure d'élever des garçons dans l'idée du féminisme. Ma mère était féministe très fort, mon père aussi. Et en fait, ils m'ont toujours proposé une autre vision. C'est-à-dire, pour eux, le féminisme, c'était s'opposer. Et la question de l'opposition, elle est toujours très forte. C'est-à-dire, c'est l'ambivalence. C'est le bien, c'est le mal. Enfin, Walt Disney nous propose toujours les bons contre les méchants. Et il y a une vision aussi globale qui est culturelle, qui est proposée, je trouve, qui est très forte dans l'opposition de l'homme et de la femme. Et moi, on m'a jamais élevé là-dedans, en fait. On m'a toujours élevé dans la complémentarité. On m'a toujours proposé, non pas une opposition. Et je comprends le combat qui est mené et le combat qui a besoin d'être mené encore, parce qu'effectivement, il y a un fossé. Mais je trouve il faudrait plus amener cette question de, pas d'opposition, mais de complémentarité. Vous parlez de soutenir des hommes qui
qui soutiennent des femmes, eh ben ouais. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'opposition. Enfin, aujourd'hui, même s'il doit y avoir encore un combat, l'opposition doit se muer en peut-être cette complémentarité. Voilà. Merci. Vivian, would you like to respond to these two? Yeah, I mean, I had a lot of things to say. One of the things is I think that we need to not be naive, because I'm from Texas, you're from Tunisia. It's going backwards, and it's quite dangerous what's happening right now. So, and I also use films to teach. I always have used films to teach. I used to work with teen mothers for several years, and I would show them films from around the world so that they could understand their own situations better. Films have a lot of power when you have the ability to even access them, which is why I think this online thing is going to be very interesting. But also, I noticed, for example, with my film, it did extremely well in African diaspora film festivals, African American film festivals, women's film festivals. It was usually women who had lived through the women's rights movement who came up to me and thanked me for the film, these people who'd actually fought these battles. So we need to, I think it is interesting, the solidarity there can be between the different groups who have not been recognized and not always been given the power. But we now have an opportunity to join together, because we will be able to reach our audiences. But I also think it's a very dangerous time, because as things, especially economically, when they're unstable and people become fearful, unfortunately that tends to work against those people who've not had power. And we're in a very dangerous time in Europe and in the United States and other places. So, and films can be a good way to help us heal and move forward and not fall into those extremist attitudes. Ce serait probablement le mot de la fin, juste pour le Ah oui, cinéma. ah bon, pardon. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voudrais quand même revenir un petit peu à ce qu'avait soulevé la jeune fille tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on fait des films pour les femmes. On fait des films pour tout le monde, enfin on espère en général. C'est vrai que malheureusement on est souvent ostracisé quand on fait des films de femmes. Bon, moi qui ai fait depuis quelque temps plutôt des documentaires que des films de fiction, parce que pourtant je viens de la fiction, hein. Mais ce qui m'est arrivé par exemple avec mon documentaire et les attaques des islamistes, si j'avais pas été une femme réalisatrice, je ne pense pas qu'on m'aurait attaqué avec la même violence. Et pourquoi on m'a attaqué avec cette violence-là? Et c'est là où je peux rebondir aussi sur ce qu'a dit monsieur, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et malheureusement, c'est pas beau ce qui se passe aujourd'hui. Et quand même, les violences qu'il y a contre les femmes, et heureusement qu'il y a des femmes réalisatrices pour témoigner de ça aussi ailleurs dans le monde. Mais si j'avais pas été une femme, est-ce que les islamistes m'auraient attaqué de la même façon, avec les mots orduriers qu'ils ont employés, avec les images absolument abominables qu'ils ont utilisées? Je ne parle pas des menaces de mort, etc. Mais parce que j'étais une femme et parce que du coup, j'allais devenir un exemple pour d'autres femmes, de montrer que nous pouvons prendre la parole. Et bien sûr, quand on est cinéaste, évidemment que c'est éminemment politique, parce que l'image marque beaucoup plus que les écrits et beaucoup plus que la parole, parce que les images s'impriment dans les cerveaux des gens, et même s'ils ne sont pas d'accord, il y a des choses qui vont rester et qui vont travailler les esprits. Je vous cite juste un exemple. Mon premier film de fiction, Bedouin Hackle, qui était un personnage de femme qui, bien avant l'heure, en 2002, en Tunisie, racontait que la lutte devait passer par Internet. 10 ans après, la révolution est arrivée par Internet. Ce personnage de femme qui était une hacker, donc tunisienne, au fin fond du désert, mon film, il est passé partout aux États-Unis, partout en Europe, et comme d'habitude, dans les pays arabes, il y avait le plafond de verre chez moi, c'est les frontières, hein, ça passe pas. Donc j'étais très heureuse parce que pour une fois, il y avait en Algérie un festival à Béjaïa qui allait montrer enfin mon film. Je n'avais pas encore réalisé les autres documentaires, donc j'étais très heureuse d'arriver là-bas, dans une région de l'Algérie où les Kabyles adorent dire que eux, leurs femmes, parce qu'ils disent nos femmes, hein, vous voyez comme ils sont super féministes quand même, tous ces hommes, ils disent nos femmes. Nos femmes, elles sont libérées, nos femmes, elles sont nos égales, nos femmes. Bon. Il y avait une salle 2 fois grande comme celle-ci, remplie de monde, de gens qui allaient voir le film. Et quand le film a commencé, comme les 2 personnages principaux sont des femmes, au bout de même pas 10 minutes, on entendait les sièges claquer parce que tout le monde partait.
parce que 90% du public étaient des hommes dans cet endroit merveilleux de l'Algérie où soi-disant les femmes étaient les égales des hommes. Mais à partir de 8 h du soir, il n'y a plus une femme dehors, hein. Donc, et ils sont tous sortis. Et j'étais un peu désespérée. Il y avait un critique tunisien qui était là, qui est un ami, et il m'a dit « Mais t'inquiète pas Nadia, le peu de ceux qui sont restés là, au moins, il y a quelque chose qui va leur rester dans la tête. » Voilà. Alors voilà pourquoi les femmes font des films aussi, pas seulement pour les publics de femmes, évidemment, mais pour aussi changer les choses auprès des hommes, qu'ils aient une autre image des femmes, qu'ils nous regardent différemment et qu'ils arrêtent de penser qu'on est là pour faire la vaisselle et aller au fourneau. Parce que quand même, on est encore dévolu à cette tâche-là. Même si vous pensez, mademoiselle, que les choses ont évolué, ce que je vois autour de moi n'a franchement pas évolué. Merci Nadia El Fani. Ça va être carrément le mot de la fin, comme on a presque plus de temps. Non, c'est parfait, c'est très bien pour terminer. On ne va pas essayer je sais pas, de tirer quelconque conclusion, mais il y a plein d'idées qui étaient présentées, des expériences partagées. Et j'espère que ce que nous venons de discuter restera en tant qu'écho pendant les journées de festival qui viennent. Un festival qui montre carrément beaucoup de films de femmes avec des histoires de femmes, de personnages féminines, etc. Et que ce soit un peu en écho lors des moments en salle de cinéma. Et dans ce sens-là, j'aimerais mentionner quand seront montrés les films de nos invités. Donc, Obama Mama, le film sur justement la mère de Barack Obama, Anne Dunham, sera présenté le 14 mars, il faut que je vois, 19h15, et le 17 mars à 18h30. Les infos supplémentaires sont dans le programme. Le film de Nadia El Fani, Même pas mal, vient d'être montré ce matin, mais il va être montré encore demain, le 14 mars, à 21h au Rex. Et Flapping in the Middle of Nowhere, heureusement, va être remontré aussi 2 fois pendant le festival, le 15 mars à 16h et le 19 mars à midi. Et j'espère que vous auriez l'opportunité de découvrir ces œuvres merveilleuses si vous n'avez pas encore eu la chance. Il me reste à me remercier au part de tout le monde qui est ici, sur la scène, dans la salle, les traductrices qui ont fait un travail superbe, comme toujours, et le festival qui a soutenu et monté ce programme formidable et qui nous a donné l'opportunité de discuter assez longuement. Et aussi, bien sûr, la technique. Sans eux, sans elles, rien ne serait possible. Merci à tout le monde. Et il ne faut pas oublier, il y a le cocktail dehors en face de la SRG. Merci beaucoup. Santé, bonne continuation. Merci.